Je vais attendre encore une petite minute, le temps que tout le monde arrive. Et puis, de toute façon, il y aura un replay, hein, donc même si vous êtes connecté, que vous ne regardez pas, c'est pas très grave. De toute façon, il y aura le replay que je posterai sur ma chaîne. Donc, ça permettra du coup aux gens de suivre un petit peu les nouveautés sur Azure Active Directory. Et surtout, en fait, vous allez voir là, on va avoir des nouveautés qui sont vraiment intéressantes plutôt sur la partie, on va dire, protection des conditional access au niveau des updates, des removes, etc. avec une nouvelle fonctionnalité qui est sortie hier en fait en public preview qui s'appelle la Protected Action. Donc on va en parler, ça va être sympa. Et en plus c'est vrai que c'est férié aujourd'hui je crois. Alors que les gens sont au week-end, etc. Donc forcément. Voilà, parfait. Bah, écoutez, on va commencer. Merci à tous d'être là. Donc le but, comme je vous l'ai dit, hein, donc là je vais reprendre le webinaire sous un nouveau format. Donc avant c'était avec Alform, maintenant je reprends mes webinaires habituels, mais côté on va dire côté directement sur ma chaîne YouTube. Donc du coup je vais partager avec vous comme d'habitude les nouveautés, les technologies et même de la sécurité de manière globale sur Azure AD, sur M365 et globalement sur tout ce qui est cloud en général. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de Microsoft Entra et les nouveautés en termes de sécurité. Quelques nouveautés, parce qu'en fait il y en a pas mal, donc j'en ai choisi quelques-uns. Et bien sûr aussi si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaitez qu'on traite, que ce soit sous forme, comme je l'ai fait, sous forme interview, table ronde ou même webinaire, vous dites et puis on essaiera d'organiser ça soit avec les copains, soit moi-même directement. Ok, bon je pense qu'on se connaît tous ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Falat Agroroute. Je suis MVP sur la partie sécurité Microsoft. Donc j'interviens sur toute la stack, on va dire, Azure, M365, Azure Active Directory. Donc j'ai écrit pas mal de bouquins sur les sujets Azure, sécurité. Et il y a mon dernier bouquin donc sur Azure Active Directory qui sort en juin. Donc je suis pour vous dire, je suis en phase de relecture. Donc c'est-à-dire que le livre en fait, il est écrit, il a été validé, etc. Et là je suis en phase de relecture. Donc normalement en juin, je pense la première quinzaine de juin, il sera disponible directement. Donc je vous enverrai les liens, etc. Sachant qu'il y aura en fait, on va faire quelques tirages au sort pour en gagner quelques-uns pour les personnes qui participent au webinaire. Donc j'en ferai gagner quelques exemplaires. Et puis aussi, je crois qu'il y aura un cadeau à chaque fois qu'il y a un livre qui sera acheté. Il y aura une clé FIDO donc pour le passwordless qui sera aussi offerte. Donc ça peut être aussi intéressant pour les gens qui veulent faire du passwordless. Alors, en termes d'agenda, ça va être très simple. Présentation de la chaîne rapidement. L'Azure AD au niveau, donc, comme je vous l'ai dit, Microsoft Central, les nouveautés. Et puis, on va parler de quelques nouveautés, en fait, que j'ai vues récemment, qui sont pas mal et c'est vrai que ça serait quand même bien d'en parler parce que c'est des choses qui vont arriver très vite et il faut donc en être conscient pour pouvoir proposer la meilleure sécurité pour vos clients. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, la chaîne, le lien, il est là. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Rapidement, la chaîne en fait, c'est pas. Alors pour être honnête, hein, le nombre d'abonnés, je m'en fous un peu. Voilà, au moins ça c'est dit. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment en fait le partage à travers mes expériences, mais surtout une forme de partage un petit peu différent. C'est-à-dire que bon, j'ai fait du blog, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des formations, et là je voulais faire quelque chose d'un peu nouveau, où en fait on va, que ce soit avec mes collègues, MVP, les autres, on va vraiment partager en fait cette expérience quand on voyage, parce qu'on fait beaucoup de voyages en fait, énormément de sessions, que ce soit au Canada, aux États-Unis, dans le monde entier. Et je me disais que ce serait dommage de ne pas faire partager ça aux gens qui n'ont soit pas la chance de voyager, soit tout simplement qui aimeraient suivre les aventures de la communauté MVP. Donc voilà. Donc là, typiquement, vous voyez, la semaine passée, on s'est tous vus, on a fait une table ronde sur la data protection. Ben voilà, on a enregistré ça et puis on l'a mis sur la chaîne. C'est toujours sympa à regarder. Voilà, on se prend pas la tête et c'est plutôt cool. Donc c'est pas vraiment une chaîne où vous allez avoir des montages de folie, etc. C'est vraiment une chaîne à but pour partager de la techno entre passionnés. C'est vraiment important. Donc après, il y aura des lives, des podcasts. En fait, il y aura un contenu un petit peu mélangé
contrairement à une chaîne traditionnelle où il n'y a que des webinaires ou des choses comme ça. Voilà, donc, introduction, comme vous le savez, Microsoft, depuis les derniers Ignite, ont ressorti ce slide. Normalement, vous l'avez déjà vu, hein, j'en ai déjà parlé, mais c'est bien d'en reparler pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Microsoft Entra, tout simplement, est la nouvelle solution, en fait, et le nouveau mindset pour Microsoft de traiter l'identité. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une nouvelle technologie, hein. Microsoft Entra, c'est tout simplement un outil, enfin, une suite, d'outils qui vont venir tout simplement s'interfacer avec Azure Active Directory pour proposer plusieurs fonctionnalités, donc sur la gouvernance, sur la sécurité, sur ce qu'on appelle l'identité décentralisée, donc tout ce qui est Web3, et sur la partie permission management. Donc en fait, ça s'organise comme ça, c'est-à-dire que... Salut Laurent, ça s'organise comme ça. En fait, j'espère que ça va. En fait, ça s'organise comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir le paradigme de l'identité classique, en fait, qu'on a toujours connu avec l'IAM de Microsoft, c'est-à-dire que quand vous faites du cloud, quand vous faites du M365, quand vous faites tout ce genre de produits, comme je vous l'ai dit, c'est très important, la première brique à implémenter et la première brique la plus importante est l'identité, parce qu'en fait, sans identité, on n'a pas de tente, sans tente, on n'a pas d'accès, c'est aussi simple que ça. Donc une fois qu'on a l'identité, on a la sécurité, comme vous avez pu le voir, en fait, Microsoft avait finalement plein d'options qu'il fallait configurer sur Azure AD, sur des outils comme Identity Protection, etc., etc. Et donc là, ils se sont dit que ce serait bien de regrouper tout ça dans une famille, donc, qui s'appelle Microsoft Entra. Donc finalement, c'est le point d'entrée vers le cloud, hein, en quelque sorte. Et là-dedans, on va retrouver plein d'outils. Donc on va déjà retrouver, comme je vous l'ai dit, l'IAM, l'ITP de Microsoft, Azure Active Directory. Je rappelle, hein, c'est Azure Active Directory, c'est tout simplement un ATAS qui permet de porter l'identité vers le cloud afin de pouvoir consommer de la ressource, tout simplement. C'est-à-dire qu'au travers de l'Active Directory, on va pouvoir synchroniser les identités vers Azure AD. Une fois synchronisé, on va se retrouver en fait avec une équation qui est très simple, c'est qu'on va se retrouver avec une identité pour toutes les applications. Finalement, le fameux SSO, et surtout la fameuse concaténation en fait des identités vers l'accès à plein d'autres, on va dire, infrastructures et aussi applications SaaS. Ça, c'est important. Bien évidemment, avec Azure Application Proxy, si vous avez des applications on-prem, on va aussi pouvoir porter l'identité Azure AD vers des applications on-prem. Donc, ce qui fait que finalement, on va pouvoir appliquer des conditional access, appliquer toute la sécurité intelligente du cloud vers des applications, vers des authentifications on-prem. Ça, c'est intéressant. Donc, ça, c'est la partie Azure AD. Ensuite, vous avez plusieurs outils qui sont intéressants, comme le Microsoft Entra Permission Management. Ça, en général, c'est pour les gens qui font du multi-cloud. Donc, typiquement, si vous avez du GCP ou de l'Amazon, et que vous souhaitez, en fait, tout simplement surveiller les permissions et surveiller les droits et surveiller les accès qui sont autorisés sur ces clouds, en fait, plutôt que d'y aller sur chaque plateforme, là, avec Microsoft Entra, vous allez connecter GCP et Amazon et tout, et en fait, l'outil va faire le reste pour vous, c'est-à-dire qu'il va scanner les permissions et puis il va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe et il va vous dire, via du machine learning, attention, il y a trop d'accès, il y a trop d'accès ouvert, etc., etc. Après, vous avez la partie Verified ID, donc c'est la partie ce qu'on appelle identity décentralisée. Donc là, c'est vraiment, on est sur du principe, sur de la blockchain et sur du principe du Web3. Donc ça arrive très vite. Donc il faudra quand même, ça c'est un des sujets honnêtement où il va falloir se pencher dessus parce que ça va arriver très vite chez Microsoft. Puis les deux derniers points, c'est les Workload Identities. Donc on en reparlera plus tard. Workload Identities, c'est tout ce qui est système non humain, donc tout ce qui est identity managé non humain dans Azure et dans M365. Donc les fameux SPN, les services principaux, etc. Et la partie Governance Identity, donc Identity Governance, c'est pour gérer l'identité, le life cycle de l'identité, donc le cycle de vie quand on rentre dans une boîte, par exemple, le cycle de vie quand on change de métier ou de département, et le cycle de vie quand on sort de l'entreprise. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. Et tout ça, en fait, tout simplement, pour bien retenir, ça vous fait Microsoft Entra. C'est ça, Microsoft Entra. Donc, c'est pas un produit, comme j'ai pu l'entendre chez des clients, ou voire même dans des articles, etc. C'est vraiment un mindset et c'est vraiment un point d'entrée vers le cloud, tout simplement. Ce
qui est important à comprendre aussi, c'est que de toute façon, le Microsoft Entra va quand même se baser sur le principe du Zero Trust qui est très simple chez Microsoft, comme je vous l'ai dit, et je le rappelle depuis maintenant au moins 3-4 ans, c'est le principe du 3 piliers, donc le vérification explicite, le least privilege, donc le moindre privilège, et ce qu'on appelle le assume breach. Et ce qui fait qu'avec un paradigme, en gros, qui va changer entre les identités et les endpoints, une fois que ces deux vecteurs d'attaque sont additionnés, sont, on va dire, joints, en fait, on va pouvoir obtenir de la sécurité optimale. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avant, on faisait que de l'identité, donc c'était bien, mais le problème, c'est que les endpoints, si vous aviez des endpoints jailbreakés, si vous aviez des endpoints qui étaient peu sécurisés, c'était quand même compliqué, d'accord? Donc du coup, la sécurité, finalement, c'était pas top, surtout en termes d'accès à des données sensibles. Et donc là, du coup, on va changer un peu de paradigme et on va lier les identités au périphérique, dans ce qui fait qu'on a les endpoints, quels qu'ils soient, les identités, quelles qu'elles soient, donc humaines ou managed identities, et avec ça, on va pouvoir tout simplement proposer le meilleur des mondes pour pouvoir faire du Zero Trust, sauf Microsoft. Et après, derrière, vous connaissez la musique, c'est-à-dire que vous avez tout le moteur Azure Active Directory qui va venir donc avec les stratégies de conditional access, donc les accès conditionnels, pour pouvoir tout simplement vous aider à porter toute la sécurité nécessaire que vous allez faire. Et pour rappel, comme je le disais, c'est que on parle d'identité, on parle de endpoint, c'est bien, mais il faut toujours aller un peu plus loin. Et là, après, on va parler ce qu'on appelle de ségrégation d'identité. C'est-à-dire qu'en fonction du degré, du niveau d'identité, on ne va pas emprunter le même chemin pour aller sur Azure Active Directory derrière, et donc du coup aux ressources sous-jacentes. Donc je m'explique. On prend un utilisateur simple ici, donc sans droit, qui se connecte avec un appareil managé, donc managé géré par l'entreprise, sur Azure AD pour aller sur Teams, d'accord, ou pour aller sur Exchange Online, pour ouvrir sa boîte mail. Donc lui, il va emprunter un chemin sécurisé avec tous ses points de contrôle, donc l'identité, les trusted location, le device health, la data classification et l'authentification. C'est ça le Zero Trust, tout simplement en fait derrière. Ce sont des principes très simples. La sécurité, il faut que ça soit simple, surtout en termes de principes, encore une fois. Ensuite, si on a une identité à fort privilège, notamment un admin par exemple, qui souhaite se connecter au même annuaire mais pour pouvoir faire de l'administration, c'est là où le paradigme va changer. Déjà, on va pas utiliser la même workstation, parce que si on utilise la même workstation, pour ceux qui connaissent bien l'Active Directory, ça revient au même de me connecter depuis un domaine admin, depuis une machine d'un utilisateur. Autant vous dire que c'est suicidaire, parce que mon hash est dedans et ça peut être compliqué derrière. Donc, pour faire simple, on va emprunter un autre chemin, donc ça va être un chemin logique, avec une autre workstation et avec des points de contrôle différents, bien évidemment qui seront un peu plus restrictifs, parce que là on parle sur ce qu'on appelle des comptes à haut fort privilège, mais on va emprunter un chemin différent pour pouvoir tout simplement apporter de la sécurité plus ardue derrière tout ça. D'accord ? Donc c'est là où vous voyez que finalement, pour accéder à une information dans Azure AD et derrière tous les produits sous-jacents, on est obligé de séparer les chemins. Ça, c'est vraiment important. Et dans ce schéma-là, donc c'est fait exprès, donc je vais l'améliorer la prochaine fois, il manque un autre chemin, c'est les guests. Parce que les guest access, quand vous les invitez, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils doivent aussi avoir un chemin particulier, unique, afin d'accéder à vos informations et pour pas en fait altérer les autres chemins. Donc ça, c'est vraiment important à garder dans ce mindset. Et finalement, le Zero Trust, de manière globale, tourne autour de ça. Et on retrouvera toujours ce paradigme là-dessus. Et d'ailleurs, c'est ça qui va aussi construire votre tiers modèle côté Azure Active Directory. Finalement, on retrouve un peu les mêmes mécanismes côté AD, mais là, de manière un peu plus, on va dire un peu plus évoluée, puisqu'on est sur le cloud. Et sur le cloud, vous imaginez bien que c'est pas les mêmes principes. Mais par contre, on va dire le mindset, c'est toujours le même. C'est-à-dire vérification explicite, le moindre privilège et ce qu'on appelle le assume breach. Pour info, le assume breach, c'est tout simplement la capacité à se défendre et surtout à être alerté et savoir qu'est-ce que je fais une fois que je reçois une alerte. C'est ça qui est important. Donc votre capacité de réponse, donc autodétection, machine learning, du hunting et du forensic, donc en fonction soit avec des équipes internes si vous avez de l'argent, soit vous avez un SOC qui est décentralisé ou alors vous avez un SOC qui est en fait tout simplement un prestataire et derrière celui qui gère pour vous. Enfin voilà, toutes ces stratégies-là doivent être mises en place pour respecter tout simplement le fameux Zero Trust pour pouvoir avoir un cloud finalement classique et surtout optimal en termes de sécurité. Donc
je vous laisserai lire, mais le permission management, hein, comme j'en parlais tout à l'heure, en fait, ça a été une solution qui a été rachetée par Microsoft. Avant, ça s'appelait CloudNox. Donc, c'est une société qui a été rachetée, je crois, il y a à peu près un an ou un an et demi, je ne me rappelle plus. Et ce qui est important, en fait, c'est que ça gère, en fait, via le PSI, donc ce qu'on appelle le Permission Create Index. Ça permet de faire soit de la remédiation, soit de la supervision, soit de la discovery au niveau des permissions sur d'autres clouds. Donc, c'est ça qui est intéressant, comme je le disais. Donc, ça permettra vraiment de faire des audits très granulaires si vous avez plusieurs identités qui se connectent à plusieurs clouds. Ça, c'est vraiment important. L'identity governance, comme je le disais tout à l'heure, là je vais rapidement passer dessus parce que c'est pas quelque chose encore qui est assez, pour être honnête, très mature encore côté Azure AD. Comme je vous l'ai dit, c'est le fait de gérer l'identité sous cycle de vie. Donc là, on va pouvoir avoir, par exemple, en fait, tout simplement le paradigme quand quelqu'un en fait rentre dans une nouvelle boîte, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire l'identité est créée, puis ensuite on va la mettre dans les bons groupes qui vont bien, on va lui donner les accès aux applicatifs qui vont bien de manière automatique, on va lui donner les bons droits au niveau des Teams, les bons droits au niveau, typiquement, un exemple parfait, vous êtes RH et vous avez, ceux qui connaissent bien, si vous avez des labels de classification spécifiques, ce type de produit devra gérer, c'est-à-dire que vous allez devoir avoir une automatisation pour pouvoir provisionner les labels de classification de manière automatique à vos utilisateurs en fonction de leur département. Donc vous voyez, ça fait quand même beaucoup de choses. Aujourd'hui, donc c'est pas encore mature, mais ça reste quand même intéressant parce qu'on va pouvoir automatiser quand même pas mal de tâches. Comme je vous l'ai dit, en entrée, si un utilisateur entre, externe ou interne par exemple, pendant la durée de vie collaborateur, c'est-à-dire que s'il change de département, comme je le disais tout à l'heure, je vais pouvoir par exemple aligner ses droits sur les nouvelles applications, aligner ses droits sur les nouveaux Teams, les nouveaux projets, etc. etc. Et puis aussi, s'il sort de l'entreprise, je vais pouvoir faire déclencher des actions pour pouvoir automatiser tout simplement l'effacement tout simplement du compte, des droits, des labels, etc., etc. Et donc c'est ça qui va être en fait intéressant là-dessus. Et les Identity Protection, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé, les Workload Identities, pardon. Ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est que la différence entre une identité humaine et une machine identities, elle est un petit peu complexe à trouver côté Azure parce que, en fait, il y en a de tous les côtés. C'est-à-dire que si vous faites de l'Azure pur, donc ceux qui font de l'Azure pur, par exemple, je vous donne un exemple simple. Si vous avez une application gateway, donc le WAF, et vous publiez une application sur le net, donc forcément vous allez faire ce qu'on appelle un listener, donc un écouteur 443 via un certificat. Donc vous avez deux choix, soit vous emportez le certificat à la main sur le WAF, donc à chaque fois il faudra le refaire. Donc si vous avez 36 WAF par exemple, vous allez le faire 36 fois sur chaque WAF par exemple, soit vous le mettez dans un Key Vault et c'est vos applications gateway qui vont attaquer les Key Vault. Donc ce qui fait que votre certificat, vous allez le relever qu'une fois. D'accord? Donc c'est l'intérêt finalement dans le coffre-fort. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que quand vous faites ça, en fait, l'application gateway va créer une identité managée sous-jacente qui va venir attaquer le Key Vault via ce qu'on appelle des access policy qui va lui permettre de dire tiens, toi sur le certificat, tu vas pouvoir faire du get, tu vas pouvoir faire du list et tu vas pouvoir faire du renew par exemple. Mais si vous voulez, pour que la gateway puisse attaquer Key Vault, elle est obligée d'avoir une identité. Et cette identité, c'est ce qu'on appelle une machine identity. Voilà pour vous faire simple. Et donc dans Azure, il y en a de partout, il y en a de tous les côtés. Sur l'IoT, il y en a de partout. Et on considère en fait que, ça c'est un diagramme qui a été fait par des analystes, on considère en fait qu'il y a plus de 68% de workload entities qui sont sensitives et qui manipulent des données extrêmement sensibles. Et le problème, c'est que la plupart de chez les clients, et moi je fais beaucoup d'audits en tout cas chez les clients, tous ces workload entities ne sont pas ou peu sécurisés. Donc du coup, ça peut être quand même compliqué en cas d'attaque, parce que je vous rappelle que c'est un vecteur d'attaque qui est assez important. Donc aujourd'hui, on a 5 humains, une identité humaine pour 5 workload entities, et en fait demain, en fait, on en aura beaucoup plus. Donc il faut faire très attention pour pouvoir les protéger. Et pour pouvoir les protéger, en fait, on a une chose intéressante. Alors, c'est là où je vais pousser quand même un coup de gueule, c'est que on
va dire la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir les sécuriser avec du conditional access, donc porter, comme j'en ai parlé tout à l'heure en préambule, le Zero Trust et donc on va dire tout ce qui est mécanisme de vérification explicite sur ces workload identities. C'est très bien. Le problème, c'est que même si vous avez de l'E5, en fait, vous ne pouvez pas protéger vos workload identities comme ça. C'est-à-dire qu'il faut souscrire à un add-on supplémentaire. Donc c'est une licence supplémentaire qui est ici, malheureusement. Donc je vous ai mis le lien ici. Donc si on va dessus, et en fait c'est une licence supplémentaire qui vous permet donc de porter la sécurité sur les workload identities. Voilà, donc c'est là où c'est un peu complexe parce que finalement on se dit on a de l'E5, full E5, donc normalement on a toute la sécurité nécessaire, mais malheureusement non, sur ce point-là ça suffit pas. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent oui mais l'option que tu nous as montrée on la voit pas. En fait si vous la voyez pas c'est tout simplement parce que vous n'avez pas acheté l'add-on. Donc il est quand même à 2,80 à peu près, et par identité de charge de travail, hein, attention. Donc ça c'est par SPM, donc par Workload Identities. Donc si j'en ai 40, il faut que j'en achète 40. Vous voyez. Donc voilà, ça c'est quand même important. Je pense que ça peut être cher quand même. Vous pouvez l'essayer pendant 90 jours pour ceux qui souhaitent l'essayer. Donc je vais vous mettre le lien ici. Ça peut être intéressant pour des gens qui souhaitent tout simplement porter le Zero Trust sur les charges de travail. Donc faites attention quand même aussi quand vous mettez en place les conditional access, faites du what if avant, parce que bien évidemment en cas d'erreur vous pouvez bloquer les accès, vous pouvez bloquer la partie Azure. Si vous avez de l'AKS par exemple, moi je fais beaucoup d'AKS sur Azure, AKS utilise énormément les machine identities, notamment pour l'accès au Key Vault, etc. Donc faites très attention sur ce point-là aussi. Alors, donc maintenant en termes de nouveautés de sécurité, qu'est-ce qu'on a de nouveau un petit peu là depuis à peu près 1 mois et demi, 2 mois. On a déjà, premièrement, ce qu'on appelle le System Preferred Multi-Factor Authentication. Donc bon, il était en private preview et en public preview. Avant, en fait, on pouvait l'activer via Graph. D'ailleurs, sur mon bouquin là que je suis en train de finaliser, j'ai mis en place ça, donc je l'ai fait via Graph. Mais bien évidemment, on pourra aussi le faire maintenant en interface graphique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité à Azure Active Directory de sélectionner le système Multi-Factor Authentication le plus fort par défaut à l'utilisateur. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Donc en fait, l'ordre, il est là. Donc je vous l'ai mis ici. Donc vous avez le Temporary Access Password, donc ce qu'on appelle le TAP. Vous avez les Certificate Based Authentication, la clé FIDO, et ensuite viendra le Microsoft Authentication Authenticator avec le push notification. Après, vous avez l'OTP classique et la téléphonie, donc le SMS. Le SMS étant vraiment le MFA à ne pas du tout activer. Et en étant, c'est ça, c'est vraiment le MFA le plus vulnérable en fait de ces trucs-là. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu ici la partie certificat, donc ce qu'on appelle le CBA, Certificate Based Authentication dans Azure AD, qui est maintenant en GA, elle est jugée en tout cas plus forte que le passwordless FIDO 2, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est l'ordre dans lequel Microsoft traite la donnée, donc ça peut être intéressant. Et du coup, en fait, comment ça fonctionne? C'est côté Azure, quand vous allez sur sécurité, d'ailleurs, on va aller sur le portail Entra. Prenez l'habitude de passer par là, parce qu'en fait, c'est les nouveautés en fait, que propose Microsoft, et surtout, c'est les nouveaux paradigmes de gestion d'identité. D'accord? Donc, c'est vraiment intéressant de passer par là. Et donc ici, quand je vais aller dans la rubrique Protect and Secure, et je vais aller dans la partie Authentication Method, je retrouve plein de choses ici. D'accord? Donc ça, on verra tout à l'heure, on en reparlera. Mais je retrouve surtout cette partie-là, dans Settings, et on a cette option, le System Preferred Multi-Factor Authentication. D'accord? Donc, en général, si vous laissez Microsoft Manage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est Microsoft qui va juger quand est-ce que votre tenant va passer sur le rollout pour pouvoir vous l'activer automatiquement. Et si vous faites activer All User, ce qui va se passer, c'est que ça va tout simplement être activé pour tout le monde. Non, Entra, en fait, c'est la nouvelle interface. En fait, c'est la nouvelle interface. C'est vraiment tout nouveau. OK? Et donc ça, activez-le. Il n'y a pas d'impact. Si vous avez du MFA, il n'y a pas de souci. C'est juste que ça va aider le système tout simplement à choisir toujours le MFA le plus fort. Je vous donne un exemple. Si un utilisateur, par exemple, il a un SMS MFA plus le Multi-Factor Authentication,
push notification, en fait, quand il va s'authentifier, Azure AD, il va lui proposer automatiquement le MFA le plus sûr. D'accord? Donc, du coup, la partie application. Donc, ça, c'est intéressant. Donc là, en fait, vous allez pouvoir l'activer. Vous pouvez aussi faire des exclusions si vous voulez, mais honnêtement, vous pouvez l'activer sans problème. Donc, vous pouvez soit le faire d'ici, soit vous pouvez le faire via Graph, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, vous avez, ça c'est important aussi, pas beaucoup de gens m'ont l'air un peu au courant, c'est l'ancien portail et le nouveau portail MFA. Je m'explique. Ça, c'est vraiment important qu'on fasse un focus là-dessus. Avant, en fait, les gens, quand ils activaient le MFA sur Azure AD, ils venaient ici, puis ils allaient ici. D'accord? Vous vous rappelez de cette interface, je pense, pour ceux qui ont fait du MFA. Vous avez cette interface-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Legacy Portal Multifactor Authentication. D'accord? Attention, ce portail sera déprécié par Microsoft. Et sera déprécié par Microsoft parce que tout simplement, quand vous activez le MFA ici, quand vous allez sur Enable ici, vous ne pourrez pas gérer tout simplement le MFA via les Conditional Access. D'accord? Et l'intérêt, pourquoi on fait ça, c'est que avec le Conditional Access, je vais pouvoir aller un peu plus loin. C'est-à-dire que quand je vais activer ma Conditional Access pour faire du MFA, j'ai quand même plus de granularité dans ma sécurité. Vous voyez ici, par exemple, si je prends le MFA démo ici, oh, désolé, j'ai pas mal de trucs. Bon là, c'est une démo, je vous montrerai après. Attendez, je vais vite aller sur l'autre. Ici. Si je prends ma démo MFA ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est toutes les options que je vais pouvoir mettre en plus, d'accord, de mon MFA, les conditions, etc. Alors que là, c'est du MFA. Donc ici, c'est du MFA brut. À part se baser sur ce qu'on appelle les Trusted Locations, ça ne sert pas à grand-chose tout simplement. Ok? Donc, ce qui est très important à comprendre, c'est que ce portail-là, à ne pas utiliser, d'accord, est passé côté Azure Active Directory et Conditional Access. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'attire votre attention, ça, c'est un retour d'expérience hyper important. Là, vous voyez ici, je prends Adel, on voit que le MFA, il est disablé. Mais il est quand même activé via les Conditional Access. Et ça prête beaucoup de confusion chez les clients. On me dit, oui, mais j'ai pas de MFA activé alors qu'il est quand même activé. Non. Le disabled, ça veut dire qu'il n'est pas activé sur le Legacy Portal, tout simplement. Ok? S'il est activé en Conditional Access, ça veut dire que c'est activé, donc c'est pas un souci. Ne vous fiez pas à ça, c'est important. Troisième point, dans Service Settings, vous allez retrouver ici, en fait, les jetons d'authentification forte. Donc là, le message, le notification, etc. que vous allez pouvoir donc activer ici. D'accord? Maintenant, Microsoft souhaite passer sur ces méthodes d'authentification. Donc, on va dans Policy et on va dans méthode. Et ça, en fait, c'est ici. Vous allez les retrouver. Donc, ce que vous voyez là et là, c'est plus ou moins la même chose. Sauf que là, ce sont les nouveaux paradigmes et les nouveaux méthodes d'authentification pour le MFA. D'accord? Et là, ça vous aide pour faire la migration. Pour faire la migration, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Donc, j'ai fait un tuto exprès dans le livre. Je vais venir dans Manage Migration. Et en fait, ce que je fais, c'est que, en fait, vous avez 3 étapes. Vous avez le pre-migration, la migration in progress et la migration complète. Le pre-migration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ça veut dire que votre production actuelle à l'instant T utilise uniquement ça, ces méthodes d'authentification. Okay? Maintenant, si vous voulez tester les nouvelles méthodes d'authentification, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement venir ici, cliquer sur Migration in Progress et regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser le SSPR classique, les méthodes d'authentification classiques ici, et les nouvelles méthodes d'authentification qui sont là. Ce qui fait que vous ne perturbez pas la prod et vous pouvez migrer un user du legacy vers le nouveau méthode d'authentification. Okay? Et une fois que vous avez tout fini, vous venez ici, et là vous faites Save, et là vous finissez tout simplement votre migration. Donc là c'est normal, parce que là, vous voyez ici, en fait, je ne peux pas y aller tant que je n'ai pas fait toutes les autres méthodes d'authentification. En fait, il faut tout désactiver ici. Normalement, d'accord? Et une fois que j'ai tout désactivé, je vais lui dire que finalement, je me sens prêt à aller de l'autre côté, en fait. C'est-à-dire à aller sur la migration full au niveau en fait, de mes méthodes d'authentification. D'accord?
Donc là, en fait, bon, ça prend un peu de temps, mais en général, c'est comme ça qu'on va faire. Sachant que, regardez, hein, attention quand même, 30 septembre 2024, bon, c'est un peu loin, mais ça arrivera quand même. Microsoft va vous obliger à passer sur ces nouvelles méthodes d'authentification. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve le FIDO 2. Donc, comme t'en parles, Laurent, bien évidemment, ça serait mon rêve aussi. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon webinaire avec Jean-François. C'est que finalement, avoir une clé FIDO, ça coûte pas tant cher que ça, hein, pour être honnête. Un casque, vous prenez un casque Jabra, ça coûte 200 balles. Une clé FIDO, c'est 60 balles. Donc finalement, en fait, sur le coût d'un poste de travail pour un collaborateur, rajouter 60 balles par utilisateur, sachant que c'est une clé qui peut durer 3, 4, 5 ans, franchement, en termes de sécurité, ça peut vite être rentabilisé. Et moi, j'ai des clients aujourd'hui, j'ai de la chance, hein, j'ai eu des gros projets où j'ai des clients qui sont passés en full passwordless avec du FIDO 2. Donc, pour l'authentification Azure et aussi Windows, parce que vous avez deux choses, hein, on a l'hybridation avec Kerberos avec FIDO 2 et le FIDO 2 sur Azure AD. Donc, ce sont deux sujets différents, mais finalement qui sont liés quand vous les configurez ensemble. Et donc là, comme je le disais, voilà, vous avez une nouvelle méthode d'authentification, le FIDO 2, le Microsoft Authenticator, avec la partie, vous vous rappelez ici, Enabled, donc ça c'est le code matching. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs? Ça veut dire que Microsoft, vous voyez ici là, en Europe, etc., donc ça c'est important, ça donne quand même une indication à l'utilisateur, d'accord? Et là, vous avez le Microsoft Companion, donc ça c'est la partie light sur la partie Outlook, donc ça on en reparlera plus tard. Pour l'instant, je n'en parle pas trop. Et donc, très important, cette deuxième nouveauté, utiliser la migration pour passer ici sur donc, la partie passwordless, méthode d'authentification nouvelle, et n'utilisez plus, s'il vous plaît, le portail Legacy ici, parce que en fait, de toute façon, ça va partir de l'autre côté. D'accord? Donc, c'est vraiment important de bien saisir ce changement, parce que de toute façon, ça va être imposé, ça va arriver très vite. OK? Alors, on va passer à la suite maintenant. Et je vous ai gardé une petite démo à la fin. Vous allez voir que ça va vraiment être intéressant. Alors, je reprends juste ici PowerPoint. Donc, vous avez aussi les Suspicious Activity. D'accord? Donc, Suspicious Activity, c'est tout simplement quand un utilisateur, au niveau du MFA, donc ça se configure ici hein, directement. Revenir sur le MFA. Settings. Et en fait, là, l'utilisateur, il va pouvoir tout simplement, donc si vous l'activez par tout le monde, pareil, quand il y a on va dire un MFA qui est déclenché, mais dans l'utilisateur, il n'est pas sûr que ce soit lui, il est capable en fait directement de soumettre via un reporting code que vous allez mettre ici, donc une alerte directement à votre SOC. Et donc là, le SOC, il va pouvoir directement interagir, il va dire ah bah tiens, attention, il y a quand même du multifacteur suspicieux qui a été finalement reporté par l'utilisateur, on va voir ce que c'est, etc. Donc ça aussi c'est important à bien activer. Donc c'est des choses que vous pouvez activer très rapidement, il n'y a pas d'impact en production, c'est ce qu'on appelle des quick wins en termes de sécurité. Donc le Report Suspicious Activity que je vous montre, c'est une nouveauté. Le système Preferred Multifactor Authentication, c'est une nouveauté aussi. Vous pouvez les activer pour les users sans problème. Bien évidemment, si vous voulez faire du POC, vous utilisez ici des groupes. Et vous pouvez bien évidemment utiliser des groupes granulaires pour pouvoir faire tout simplement votre POC avant de partir en production. Okay, si vous n'êtes pas sûr, bien évidemment, des impacts. Mais en général, il n'y a pas d'impact sur cette partie-là. Et puis là, d'ailleurs, je crois que j'en avais fait un pour vous faire un test, justement. Et en fait, quand vous faites un report du MFA, donc en fait frileux, en fait, ça passe sur l'Identity Protection. Donc, si vous avez de l'Azure ADP2, vous recevrez l'alerte en fait automatiquement ici. Donc derrière, après, je vais pouvoir l'investiguer, je vais pouvoir faire du forensic, soit avec Microsoft 365 Defender, soit ici, je vais pouvoir la gérer ici directement. Et vous voyez ici, regardez, hop, l'utilisateur a reporté une suspicious activité. D'accord? Donc, ce qui fait que, ce qui est intéressant, je duplique 2, je vais pouvoir voir un petit peu les gens qui ont des attaques MFA, ce qu'on appelle le MFA fatigue, par exemple, etc. D'accord? Le reporting code, comment ça fonctionne? C'est tout simplement, en fait, quand c'est activé, Fred, quand tu fais du MFA,
et que ça te demande le MFA, tu auras en fait là je peux pas vous montrer, mais tu auras un truc en plus qui va te dire est-ce que c'est bien toi qui l'a déclenché. Et si tu cliques que c'est pas moi et que tu mets le code nécessaire, en fait ça va tout de suite m'envoyer une alerte ici moi en tant que SOC. Et donc là du coup ici je vais pouvoir la gérer, d'accord. Et donc là je vais pouvoir voir mon alerte et voir un petit peu ce que je peux en faire. Donc là vous voyez que je me retrouve dans la partie Defender 365 et je vais voir si mon alerte est remontée. Donc pas encore, mais en tout cas vous voyez que ici on va pouvoir l'analyser, puis après bien évidemment je vais pouvoir soit reset le password de la personne, soit dismiss parce que c'est un faux positif par exemple, ou alors bloquer l'utilisateur parce que j'ai peur que ce soit quelque chose à risque, etc. Donc vous voyez, c'est intéressant. Encore une fois, comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est important, le rêve d'avoir du FIDO2, en fait, il n'est pas si anodin que ça, puisque le MFA classique, aujourd'hui, on nous l'a prouvé, ça suffit plus. Hein. C'est-à-dire que via du reverse proxy, MFA phishing, on est capable de voler des claims MFA à quelqu'un et de se connecter à sa place via des cookies. Hein. Donc je vous ferai une démo là-dessus quand je réallumerai mon EvilJinx reverse proxy. Et en fait, on est capable de voler de manière très simple, de se mettre en tout cas entre Azure AD et l'utilisateur avec un reverse proxy, lui voler ses claims MFA. C'est vraiment très très simple à mettre en place. Donc faites quand même attention, alors qu'avec le FIDO2, on ne peut pas, parce que le FIDO2 demande tout simplement, déjà il n'y a pas de password, donc c'est passwordless, et de deux, ça demande quand même d'avoir en fait la clé en physique pour pouvoir s'authentifier. Donc ça rajoute quand même une sécurité supplémentaire qui n'est pas négligeable. D'accord ? Ensuite, pour finir, alors ça c'est une nouveauté qui est sortie hier. En fait on l'a testé en private preview depuis maintenant au moins un mois et demi. Maintenant elle est sortie en public preview, d'accord. Donc c'est ce qu'on appelle les Azure AD Protected Action. Qu'est-ce que ça veut dire? Là je vous donne un exemple simple. En fait en gros c'est forcer, par exemple, un utilisateur admin, par exemple qui va aller par exemple chercher qui va vouloir en fait modifier une conditional access, d'accord. Et vous le savez, les conditional access, ce sont des règles qui sont extrêmement critiques dans une entreprise, surtout dans un tenant Azure Active Directory. En fait, quand il va vouloir les modifier ou les supprimer, on va lui demander d'avoir du passwordless pour pouvoir le faire. Donc là, en fait, on va finalement déclencher une méthode d'authentification supplémentaire en fonction du contexte de l'utilisateur et en fonction de ce qu'il fait sur les conditional access. Vous voyez? Donc là, je vais vous montrer un exemple simple. Là, je suis connecté avec un global admin, d'accord? Et en fait, dedans, je lui ai mis en place 7 policies que je vais vous montrer. Donc là, j'ai créé une conditional access ici, d'accord? Là, dans le contexte, je lui ai mis contexte FIDO2. Donc ça voudrait dire que c'est juste un contexte, mais je vais vous l'expliquer après. Et là-dedans, je lui dis que tu dois passer par ce qu'on appelle les authentifications renforcées et je veux que tu aies du passwordless. D'accord? Donc finalement, pour faire cette action, c'est un peu compliqué. En fait, il va falloir réunir 3 ingrédients. Les conditional access en 1, les authentifications renforcées en 2 et le contexte en 3. Donc, je répète. Je vais créer mon contexte. Je commence par créer mon contexte en fait dans les conditional access. Je viens ici. Un contexte en fait c'est rien, hein, c'est juste. Pour l'instant c'est juste une valeur qui ne sert pas à grand chose. Voilà, elle s'appelle contexte FIDO2. Ok. Ensuite, je vais aller sur les authentifications renforcées ici et je vais créer une stratégie qui demande à utiliser uniquement du FIDO2. Voilà. Donc là on va faire plaisir à Laurent. Je vais faire que du FIDO2. Donc là je le mets ici. Là, je la crée. Hein. Donc, pour la créer, c'est tout simple. Je la crée directement et je dis que je suis du FIDO2. Et ensuite, je crée ma conditional access. Ma conditional access, elle va s'appliquer sur les 2 choses que je viens de créer, à savoir, comme je vous l'ai dit ici, hop, si je reviens, donc le contexte FIDO2 ici et ma stratégie d'authentification renforcée. Et quand je fais ça, regardez ce qui va se passer. Donc là, je suis global admin et il y a un truc que je ne vous ai pas montré, c'est ici, dans les Protected Actions. En fait, on a une nouveauté qui est sortie, donc je vous l'ai dit hier. Quand vous allez sur Azure AD, dans les rôles et permissions, enfin rôle et administration, vous avez cette petite fenêtre ici en preview. Et là-dedans, donc pour l'instant, on n'a que les conditional access. Donc là, en fait, j'ai protégé
l'update, l'écriture, le delete, l'update des policies, des pays, la création des locations, la déliciation des locations. En gros, tout ce qui concerne les conditional access via ce contexte FIDO2. D'accord? Donc là, moi, je vais sur mon interface, je suis global admin, je suis connecté, je peux tout faire sans problème. Par contre, si je veux faire une des actions que j'ai protégées avec les protected actions, par exemple, modifier une conditional access, regardez ici ce qu'il me dit. Voilà, je vous montre ici. Il me dit que là finalement, en fait, l'édition est protégée par des requirements supplémentaires. Donc, cliquez ici pour vous réauthentifier. C'est normal parce qu'en fait, je lui demande du passwordless pour pouvoir faire une action. Et là, vous voyez comment c'est fort. Et c'est là où on rentre vraiment dans le 0.13 granulaire. C'est que là, on ne parle pas d'authentification. On parle vraiment sur les actions qu'on va faire en fonction du contexte. Et là, c'est fort parce que du coup, je vais devoir passer ce test avant de modifier mes conditional access. Alors que je suis global admin. Donc là, je vais aller dessus. Et du coup, là, il va me demander mes infos supplémentaires pour le MFA. Bon, là, du coup, je n'ai pas de clé FIDO là, pour la démo. Mais regardez ici. En fait, il va m'obliger, on va voir, on va attendre un petit peu, hop, il va m'obliger, regardez ici, à utiliser ma clé Security FIDO2. D'accord. Donc là, du coup, il faut que je m'enrôle. Bien évidemment, hein, avant de s'enrôler sur la clé FIDO2, il faut que moi, en tant qu'admin, je viens ici, ça, je n'ai pas besoin de vous le montrer, mais je le remonte quand même, dans Authentification Method, je dois quand même activer le FIDO2 pour tout le monde, hein, pour qu'il puisse en tout cas s'enrôler, bien évidemment. Hein, d'accord, donc ça c'est important. Moi je l'ai activé pour tout le monde ici, ok. Et donc c'est activé, et donc du coup l'utilisateur va pouvoir s'activer. Et une fois qu'il a fait son passwordless, là il va pouvoir modifier les conditional access. Donc vous voyez quand même comment c'est là où on arrive sur un degré de sécurité qui est assez intéressant. C'est que pour certaines actions qui sont ultra sensibles, je vais demander une méthode d'authentification supplémentaire très forte pour pouvoir faire cette action. Alors qu'au départ, je suis connecté, hein, regardez ici, je peux aller sur office.com, je peux aller sur Exchange, je peux faire un peu ce que je veux en fait. Par contre, vu que les conditional access sont en mode protected action, du coup, je ne peux pas les modifier comme ça parce que je devrais passer le test de ce qu'on appelle du protected action qui me demande du passwordless pour pouvoir le faire. Alors que là, vous voyez, je peux aller par exemple sur Intune, un de mes produits préférés, comme vous le savez. Voilà, je peux faire ce que je veux, hein, je suis pas bloqué. Mais je suis bloqué uniquement, vous l'aurez compris, sur le contexte qui a été défini, à savoir les conditional access. Et bien évidemment, je pense que Microsoft, plus tard, va rajouter d'autres contextes là-dessus et d'autres action protection pour pouvoir arriver à quelque chose d'assez optimal en termes d'administration. Et là, ça devient quand même fort, hein, en termes de granularité. C'est vraiment, vraiment fort. Pour le coup, là, en banque, par exemple, c'est vraiment une fonctionnalité à mettre en avant. Bien évidemment, alors Fred, bien sûr, dans ta conditional access, les comptes brise-glace, il faut les exclure, bien sûr. D'ailleurs, c'est une règle simple, hein. Les comptes brise-glace, j'en parle quand même depuis au moins 5 ans, les comptes brise-glace doivent toujours être exclus de toute conditional access et de toute stratégie de sécurité. Ça paraît contradictoire, mais on est obligé, parce qu'en fait, s'il y a une panne ou des choses comme ça, vous serez bien content d'avoir des comptes recovery pour pouvoir récupérer votre tenant. Mais ces comptes doivent être hautement surveillés, tout simplement. Donc là, je vous ai mis ici les étapes. Comme ça, vous pouvez les retrouver tout simplement sur le webinar, sur la vidéo qui sera postée aussi sur la chaîne. Et vous avez vu, en fait, à chaque fois que je vais aller modifier un truc, il me dit attention, il y a des claims en fait qui manquent, donc qui sont requis pour pouvoir que je le fasse, parce qu'en fait, tout simplement derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau des logs, Azure AD, il attend un claim en fait passwordless. S'il n'a pas ce claim-là au niveau de l'authentification, il ne laissera pas passer l'action sur les conditional access, donc pour la partie modification, etc., etc. Et vous avez vu, on est quand même granulaire, parce que je peux dire, par exemple, ici, je peux dire juste, par exemple, juste la création ou la modification. Donc, je pourrais laisser la consultation, je pourrais laisser un peu tout ça. Donc là, moi, j'ai été un peu brut pour la démo, mais je peux quand même ici, vous avez vu, par exemple, l'appliquer uniquement pour, par exemple, la création. Vous voyez, ou par exemple, la partie delete. Je ne veux pas que les gens effacent des conditional access, etc., etc. Voilà.
Et exactement, Laurent, c'est ça, c'est la réduction de surface d'attaque plus le durcissement, donc ça fait ce qu'on appelle une security by design. Et d'ailleurs, ça reprend un petit peu le modèle Azure AD que je présente depuis maintenant longtemps, c'est le renforcement des credentials, et la deuxième étape, c'est la réduction de surface d'attaque. Donc ce sont des mindsets, c'est pas des outils qui vont vous aider. Bien sûr, les outils vont vous aider, mais il faut vraiment avoir ce mindset de réduction de surface d'attaque sur tous les plans. C'est ça qui nous donnera ensuite derrière la bonne stratégie à choisir les bons outils pour pouvoir faire de la sécurité, donc notamment avec Azure AD ou autres. Voyez. Mais là, je peux vous dire que le niveau de granularité avec les conditional access, avec les protected action, ça dans une banque, en général, parce qu'on me le demandait avant déjà, ça peut vraiment être un game changer, surtout quand ils vont rajouter d'autres actions. Là, pour l'instant, on est regardé, hein, vous l'avez compris, hein, il ne faut pas être bête, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr. Là, on est sur du conditional access policy. Mais demain, je peux vous assurer à 90% qu'il y aura d'autres actions qui seront protégées. Et là, on arrivera sur quelque chose de beaucoup plus global en termes de ce qu'on aimerait atteindre, effectivement, c'est ce qu'on appelle le security by design. Mais Microsoft fait quand même des efforts là-dessus. Hein. Vous voyez ici, quand vous allez sur Properties, vous avez quand même cette option qui a quand même le mérite d'exister. C'est le Security Default, hein, d'accord, qui vous permet quand même de désactiver les Legacy Authentication, d'activer le MFA, de vous faire pas mal de choses intéressantes. Le problème, c'est qu'on n'a pas... En fait, ça, c'est bien pour les petites boîtes, parce que si vous l'activez, du coup, vous n'avez pas de granularité sur, par exemple, les conditional access sous-jacentes ou MFA ou des choses comme ça. Donc voilà, un juste milieu à trouver, mais ce qui est important, c'est que pensez sécurité, pensez surtout Zero Trust, c'est très important, et pensez toujours aux réductions de surface d'attaque. Ça, c'est vraiment important. Voilà, donc j'espère que ce premier webinaire avec ce nouveau format vous a plu. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces nouveautés, par rapport à Microsoft Entra. En tout cas, je suis tout oui s'il faut répondre à vos questions. Exactement, c'est ça. Là, je remonte un peu le fil. Christian, c'est exactement ça. C'est que tu reçois, en fait, là, je le montre ici, hein, Frédéric, tu reçois cette alerte. Bon, moi, je n'ai pas compris les alertes. Tu reçois les alertes ici. Et comme je te l'ai dit, tu les reçois aussi dans Identity Protection. C'est ça qui est important. Donc, si tu as Identity Protection, donc si tu as de l'Azure AD P2, tu vas pouvoir faire une analyse plus complète derrière. C'est ça qui est important. Alors, entre et un IAM comme OnePoint ou SailPoint, c'est comparable. Alors, bien, oui, c'est comparable parce que ça reste... D'ailleurs, on a plein de débats entre SailPoint, IAM, voire même Okta, etc. Vous avez même des gens qui ont de l'Azure AD qui vont plugger de l'Okta en plus. Ça, honnêtement, moi, je ne le conseille pas parce que aujourd'hui, tout ce que fait Okta, Azure AD le fait très bien. Donc, c'est comparable en termes de sécurité, en termes de configuration, etc. Mais juste pour vous dire, si vous avez de l'Azure AD, si vous avez un Active Directory, en fait, pareil, la sécurité, il faut que ça soit simple. Et pour être simple, en général, on utilise les outils les mieux intégrés. Mieux que Microsoft, c'est intégrer ses propres outils. Et donc, avec Active Directory, l'AD Connect, le Cloud Sync, l'Azure AD, c'est quelque chose de tellement bien intégré. Et en plus de ça, c'est tellement peu cher par rapport à un Okta, parce qu'il y a aussi l'action coût. Attention, ça peut vraiment être intéressant. Côté MFA, oui, MFA, bien sûr, on peut prendre un autre tiers comme Inuigo ou autre. Vous pouvez aussi prendre ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Regardez, moi je l'ai fait pour un client là. C'est Token 2. Ça coûte pas cher. Ça fait du FIDO2. Regardez ici, hop, Token 2. Ça c'est la petite découverte du jour aussi. Donc je ne sais pas si tu connaissais Laurent. Donc ce serait bien que tu partages ça avec ta communauté. Ça peut être intéressant. Et en fait là-dedans, tu as plein d'outils qui coûtent pas très cher. Vous voyez, 18 balles. C'est vraiment pas cher. Donc là, je peux faire du FIDO2 à 18 balles, vous voyez. Contrairement, par exemple, à d'autres constructeurs, je suis pas là pour faire de la pub, qui coûteraient quand même un peu plus cher. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Vous avez le format carte de crédit aussi pour le MFA classique. Donc là, si je prends, je crois que c'était celui-là. Classic Token, je crois que c'était ça. Voilà. Vous voyez, format carte de crédit pour le MFA. Pourquoi? Parce que, par exemple, j'étais dans le public, dans une boîte, et en fait, on n'arrivait pas à faire installer le multifacteur authenticateur sur les téléphones des gens. Du coup, on leur a proposé ce petit token physique directement. Et ça fonctionne très bien et ça marche très bien. En tout cas, Token 2, c'est génial. N'hésitez pas à tester. C'est intégré avec Azure AD, donc c'est pas un souci.
Ah super Laurent, ouais, avec plaisir. En tout cas, n'hésite pas, si tu as besoin qu'on en parle pour faire des tests ou des choses comme ça peut être intéressant. Ouais, bien sûr, ça c'est bien. Et pareil aussi, pensez à une chose importante, c'est que et c'est là où j'ai eu un challenge, c'est que moi j'ai bossé pour une boîte, en fait une ONG, donc ils vendent des bureaux dans le monde entier, et notamment dans certaines zones en Afrique, le multi-factor authentication il n'y a pas de 4G, donc le MFA il arrive jamais. Donc vous êtes connecté avec votre, il n'y a pas de 4G, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc là du coup ce qu'on fait, c'est qu'on utilise forcément le mode déconnecté avec ces types de tokens, et honnêtement ça marche très très bien. Voilà. Donc en fonction bien évidemment de vos contraintes, en fait, on est capable on va dire, de s'adapter et de proposer la meilleure sécurité pour tout le monde. Exactement, ouais, c'est ça, Christian. Et Global Admin, et demain, quand Microsoft rajoutera les Protected Actions en fait, ça se fait ici, hein. Vous allez sur le MFA, d'accord, je vais vous montrer, et puis ça se fait ici, dans les tokens, et là, je vais pouvoir tout simplement faire un upload. Et en fait, c'est avec un CSV, d'accord, et je vais faire un upload de mes tokens qui vient de l'extérieur, d'accord, et je vais pouvoir les mettre ici. Et donc demain, si Microsoft autorise aussi le Protected Action, je vais demander du passwordless avant d'arriver là-dedans. Donc là, comme ça, je ferai bien la sécurité comme il faut. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, hein, ou d'autres interrogations, des choses comme ça, ou même des idées de webinaire ou d'interview, ou des choses comme ça, n'hésitez pas. Sachant que là, il va y avoir je vais le mettre l'enregistrement sur ma chaîne, et puis il va y avoir là bientôt un webinaire que je ferai, je crois que je l'ai vu, mais je sais pas s'il est là, je sais pas si tu es là, Najib, avec le CEO de Duoki. Donc je peux vous dire quand même que pour avoir le CEO de Duoki dans son agenda, c'est compliqué. Donc j'ai vraiment la chance, là il passe sur le Lausanne, et je vais essayer de faire un webinaire sur le DKE, donc le Double Key Encryption, avec Duoki. Donc je pense que vous connaissez parce que je bosse avec eux maintenant depuis pas mal de temps. Et là vous voyez en fait, donc Duoki c'est tout simplement la partie encryption des données. En fait, ils proposent plein de services, hein, bien évidemment, et surtout la partie encryption double clé. Et ça, en fait, Laurent, on en reparlera. Ça répondra en partie, je dis bien en partie, à ta problématique de données patients dans, par exemple, des hôpitaux, etc. Parce que j'ai déjà travaillé avec des très gros hôpitaux sur ces problématiques avec Najib, donc le CEO de Duoki, avec cette problématique-là. Et donc, je pense qu'on vous fera un joli webinaire sous forme d'interview, et vous verrez que ça vaut la peine parce que ça peut être intéressant de parler de ça. On parlera de MPC, on parlera de chiffrement, on parlera du type de chiffrement que propose Microsoft sur les données, on parlera de chiffrement at rest, du chiffrement in transit, pas mal de choses, ça peut vraiment être intéressant. Donc ouais, ça va être du lourd qui va arriver avec Najib. En tout cas, je suis très content de vous retrouver. Je vous avoue que ne pas faire de webinaire chaque semaine, bon, ça demande beaucoup de travail, mais bon, c'est comme ça. Ça m'avait vraiment manqué. Je n'avais pas beaucoup de temps avec le livre, etc. Donc là, j'ai finalisé mon livre, comme je vous l'ai dit, en juin. Et puis la prochaine fois, on organisera des concours. En fait, j'organiserai pas des concours, mais un tirage au sort tout simplement pour faire gagner soit mon bouquin, soit des clés FIDO, parce que j'en reçois pas mal par rapport aux constructeurs qui souhaitent que je teste leurs produits. Donc, je vous ferai gagner des clés, bien sûr, pour vous faire participer un petit peu au passwordless. Ça peut toujours être intéressant. Et comme on le sait tous, on grandit toujours ensemble et on est toujours plus fort ensemble. Alors, terminer Alform au niveau webinaire, oui. Les formations, non, parce que ça me tient quand même à cœur de finir les formations chez Alform. Donc, j'ai 2-3 formations à finaliser. Donc, bien évidemment, je les ferai pour tenir mes engagements envers la communauté. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Alexandre. Et là, pour le coup, il faut vraiment qu'on se voit pour aller bouffer à Genève. Exactement. C'est ça, Laurent. Les FIDO vont tomber. Ils vont tomber et puis ça va être sympa. Ça va être sympa.
Alors non, Christian, j'ai pas testé les Yubico avec l'application mobile, pour être honnête. Non, non. Et là, pour le coup, par contre, je suis plutôt en ce moment sur du Fétian, parce que j'ai reçu le. Attendez, je vais vous montrer. J'ai reçu le. Hop. En fait, ici, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. J'ai reçu le password less, on va dire. Je sais pas si vous allez bien voir le passwordless kit, en fait, ici. Et en fait, il y a plein de clés à utiliser en fonction. Il y a de la biométrie, il y a la partie certificat, il y a la clé FIDO normale, il y a la clé USB-C, il y a la clé USB. Donc, il y avait pas mal de choses intéressantes. Donc, comme je vous l'ai dit, de toute façon, j'essaierai, en tout cas, du mieux que je peux, de vous en faire gagner. Après, bien sûr, moi, je peux pas en donner à tout le monde. Donc, le truc le plus simple, c'est de faire un tirage au sort directement des participants. Et puis, comme ça, derrière, on va repartir avec vos clés sans problème. Pas de souci. Et sachant qu'au début, par contre, avec le bouquin, ce qui est sûr, c'est que je vais négocier, c'est que pour chaque écureur de bouquin, il aura sa clé FIDO, accompagnée avec sa clé FIDO. Alors, la formation Alform, je ne sais pas encore, mais je pense que ça sera pour fin juin. Merci Fred et très bonne soirée à toi. Merci beaucoup. À plus. Alors, la sortie du livre, ça sera la première quinzaine de juin, je pense. Sachant que je ferai la promo dessus. De toute façon, je vous ferai une vidéo qui va présenter le livre. Il va être assez dense parce que là, on retrouve toute la... Et pour être honnête, j'ai focalisé pratiquement 60% sur de la sécurité côté Azure Active Directory. Parce que là, on va retrouver, je ne sais pas si vous avez suivi mon webinaire que j'ai posté tout à l'heure, si je suis un développeur et que je souhaite faire de l'O2 avec l'OpenID Connect, là, je parle de tout ça, les tokens JWT, comment sécuriser les tokens, comment sécuriser ce qu'on appelle les API côté Azure AD, enfin, il y a pas mal de choses. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Ça permettra de vous aider là-dessus. Exactement, oui, tout à fait. Dès là, elle pousse énormément. De toute façon, ils sont un petit peu en mode campagne marketing, donc c'est cool. Ça, c'est pas mal. Merci beaucoup, Younes, c'est très sympa. Merci. Alors, j'en ai fait, pour info, ça fait quand même 3 ans ou 2 ans que j'en fais un par semaine déjà. Donc, vous voyez, le fait d'arrêter, honnêtement, ça m'a manqué. Et voilà, le but, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est de partager, on ne se prend pas la tête. Et je pense qu'en plus, on en apprend tous les jours. Donc, c'est ça qui est bien. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vous avoue que quand j'avais fait mon agenda de webinar, j'avais complètement oublié que c'était férié. Mauvais timing peut-être, je sais pas, mais bon, c'est pas très grave. J'espère que ça vous êtes pas trop occupé. Et oui, merci Laurent. Bah oui, attends, Laurent c'est The Star par excellence. Donc ça c'est cool. Un grand merci à toi pour tes partages et parce que vraiment c'est top. Même moi j'ai découvert des outils que je connaissais pas à travers tes liens. C'est vraiment top. Je te remercie infiniment. Ah bah super, bon jardinage. Si Laurent, tu l'es, t'es trop modeste, c'est si tu l'es. Et c'est important parce que aussi la pertinence de tes contenus, c'est ça en fait je pense que la communauté retienne. Et d'ailleurs, 15K d'abonnés, si tu veux à un moment donné, il n'y a pas de hasard si tu veux. C'est ça qui est. Merci beaucoup Christian, à très bientôt et on se voit pour info, on a un événement à Paris le 7 juin. Donc on se verra peut-être en juin parce que je vais donner une session sur Azure AD sur la partie synchronisation Azure AD et en plus de ça, je vais faire une interview avec un guest star aussi et puis qui sera bien évidemment sur la chaîne. Bah écoutez, on arrive gentiment à 19h. Je vous remercie infiniment d'être venu à ce premier webinaire. Donc j'espère que vous serez nombreux comme à chaque fois. Un grand merci encore et on se dit à très bientôt. Donc je posterai ça sur YouTube pour le replay et puis je vous donnerai la date pour
le prochain webinar. Je pense pas que ce sera la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, je suis à Seattle chez Microsoft à Redmond. Donc je vous ferai par contre des vidéos depuis les locaux de Microsoft à Redmond, afin que vous puissiez découvrir un petit peu leurs locaux, comment ils travaillent, etc. Parce que j'ai la chance de rencontrer les équipes là-bas. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Laurent d'être venu. Merci à tout le monde. Merci Fatia. Merci Alexandre. Et puis on reste connecté, on reste Secure Zero Trust à fond. Et à très bientôt. Bye bye.